Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié les premières vidéos de la nouvelle chaîne d'Hermès. Si vous ne me connaissez pas encore, sachez que nous avons déjà une chaîne qui s'appelle Les Rois du Bitcoin. On fait des analyses quotidiennes à la fois chartistes et fondamentales. Si vous voulez passer à l'étape supérieure, tout se passe là-bas. Aujourd'hui, je vous invite à parcourir avec moi et décortiquer une guerre qui se passe au niveau mondial. On l'appelle la guerre invisible des monnaies numériques. Et on commence maintenant. Imaginez, une guerre mondiale fait rage en ce moment même. Pas de bombes, pas de morts, pas de chars dans les rues. Pourtant, cette guerre silencieuse décidera de l'avenir du pouvoir sur Terre. Elle se déroule en ce moment même dans nos portefeuilles, dans nos smartphones, dans les serveurs des différentes banques centrales à travers le monde. Ce sont trois armées invisibles qui s'affrontent pour le contrôle de l'arme ultime de notre époque, la monnaie numérique. D'un côté, les États mobilisent leurs CBDC, les monnaies numériques de banque centrale. La Chine déploie son yuan numérique. L'Europe prépare son euro digital. Les États-Unis résistent encore, mais peut-être que pour l'instant. De l'autre côté, des géants privés qui conquièrent le terrain avec des stablecoins, USDT, USDC, qui circulent déjà plus que certaines monnaies nationales. C'est une révolution silencieuse qui redéfinit le pouvoir monétaire. Au centre, des alternatives décentralisées, Bitcoin comme une forteresse inviolable, Ethereum comme le laboratoire d'expérimentation. C'est le troisième camp qui refuse toute autorité centrale. Cette guerre invisible, elle ne fait pas les gros titres. Pourtant, elle déterminera qui contrôlera votre argent demain. Qui décidera de vos achats, de vos économies, de votre liberté financière. En janvier 2025, Donald Trump signe l'Executive Order 1478. Les États-Unis interdisent officiellement toutes CBDC fédérales. Victoire du camp privé? Pas si vite, car l'histoire nous enseigne une vérité troublante. Face à une crise existentielle, tous les principes s'effondrent. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans cette guerre secrète qui fascine et qui façonne notre avenir. Nous allons découvrir les mécanismes cachés qui maintiennent la confiance monétaire. Et surtout, nous allons comprendre pourquoi cette bataille ne fait que commencer. Car la vraie question n'est pas qui va gagner cette guerre, mais qui vous contrôlera quand elle sera finie. Pour mieux comprendre cette guerre invisible, nous devons d'abord décrypter ce qui fait qu'une monnaie domine ou disparaît. Car, contrairement aux croyances populaires, une monnaie ne tire pas sa force de l'or ou de l'économie. Elle tire sa force, d'abord, de la confiance. Et la confiance repose sur une équation extrêmement simple, mais parfois brutale. Car voici le secret que ne vous dira jamais aucun gouvernement. Une monnaie vaut ce que valent les actifs de ceux qui l'émettent, moins leurs dettes. Prenons la France. Dette publique, 3300 milliards d'euros. C'est un chiffre terrifiant qui fait les gros titres partout actuellement. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Le patrimoine des ménages français, c'est 15 000 milliards d'euros. Le patrimoine public, entre 3 000 et 4 000 milliards supplémentaires. Bien sûr, on pourrait rajouter ici les dettes des collectivités locales ou encore des entreprises, qui feraient monter la note à 8 000 ou 9 000 milliards d'euros. Mais on est encore très nettement en dessous du total des actifs détenus par l'ensemble des Français. Voilà pourquoi les créanciers continuent à financer la France. Voilà pourquoi l'euro tient debout. C'est la même logique pour les États-Unis. Dette fédérale colossale, certes, mais regardez les actifs. Immobilier américain, entreprises du S&P 500, ressources naturelles avec le gaz et le pétrole, capital humain. La richesse nationale américaine dépasse de très loin la dette publique. Cette arithmétique cachée explique pourquoi certaines monnaies résistent et d'autres s'effondrent. Le Venezuela, par exemple, les actifs complètement détruits par l'hyperinflation et une dette explosive. L'Argentine, même scénario tragique, répété en boucle. Mais cette équation, apparemment rassurante pour nos pays développés, cache un piège mortel. Car il existe un levier secret qui peut tout faire basculer. La fiscalité. L'arme ultime de tout État, c'est sa capacité à nous taxer. Notre maison, notre épargne, notre revenu, nos héritages. Tout peut devenir collatéral pour rembourser une dette nationale. Bien sûr, nos États disposaient d'un premier levier qui a été délocalisé, celui de battre monnaie.
Cette réalité explique pourquoi les créanciers internationaux dorment tranquillement, malgré des dettes extraordinaires occidentales. Ils savent qu'en dernier recours, Paris, Washington, peut toujours lever plus d'impôts, saisir plus d'épargne, confisquer plus de patrimoine. Mais cette arme fiscale a ses limites. Trop taxer tue la croissance. Trop confisquer provoque la fuite des capitaux. Trop pressurisé déclenche les révoltes sociales. L'histoire regorge d'États qui ont cassé cette machine infernale. Rome a tué sa propre économie par la surtaxation. La France, pré-révolutionnaire, s'est effondrée sur ses excès fiscaux. Et plus récemment encore, Chypre, en 2013, avec des prélèvements forcés sur tous les comptes bancaires. Résultat, exode massif des capitaux et crise durable de la confiance. Voici donc la vérité cachée du système monétaire actuel. Il repose sur un équilibre précaire entre actifs, dettes et capacité d'extraction fiscale. Tant que cet équilibre tient, tant que nous sommes d'accord, la monnaie officielle domine. Mais quand il se brise, les alternatives émergent. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les pays en crise monétaire. Pour comprendre l'avenir de l'Occident, on peut observer le présent des pays en crise. Car ils vivent déjà dans ce que nous pourrions vivre demain. L'effondrement de la confiance monétaire et l'émergence forcée des alternatives numériques. En Argentine, en 2023, l'inflation dépasse les 150% annuels. Le pesos ne vaut plus rien. Dans les rues de Buenos Aires, une économie parallèle émerge. Les Argentins achètent massivement des stablecoins, l'USDT, pour protéger leur économie. Les commerces affichent les prix en dollars numériques. Dans le même temps, l'État argentin se débat contre cette dollarisation crypto. Il interdit les achats de crypto, impose des contrôles de change draconiens, menace de sanctions. Mais c'est peine perdue. La population a tranché, et elle fait plus confiance en Tether qu'au gouvernement national. Au Venezuela, même scénario, c'est apocalyptique. Le bolivar s'est effondré de 99,9%. 6 millions de Vénézuéliens ont fui le pays. Ceux qui restent survivent grâce aux crypto-monnaies. Bitcoin, USDT, USDC sont devenus les vraies monnaies nationales utilisées pour tout. Salaire, commerce, épargne. Au Nigeria, première économie africaine, le Naira perd 70% de sa valeur en 2 ans. Résultat est simple, le Nigeria devient le 2e pays mondial pour l'adoption crypto. Les jeunes Nigérians gagnent leur vie en tradant des NFT, en minant des crypto-monnaies et en recevant des primes en Bitcoin. La Turquie, le Liban, le Pakistan, en fait, partout où la monnaie officielle vacille, les alternatives numériques explosent littéralement. Ces pays deviennent les laboratoires grandeur nature de l'économie post-monétaire. Et voici la leçon cruciale de ces effondrements. Sans crise, pas d'adoption massive. Dans les pays riches où la monnaie officielle tient encore, l'euro, le dollar, la livre sterling, la crypto reste spéculation ou diversification. Mais quand la crise frappe, la crypto devient nécessité vitale. Et c'est cette dynamique qui révèle pourquoi les gouvernements occidentaux oscillent entre tolérance et répression crypto. Ils comprennent intuitivement qu'autoriser les alternatives, c'est admettre la fragilité du système officiel. Mais ils comprennent aussi qu'interdire brutalement pourrait précipiter exactement la crise de confiance qu'ils veulent absolument éviter. D'où cette politique schizophrène. Réguler sans tuer, contrôler sans étouffer, surveiller sans interdire. Un équilibre instable qui ne pourra durer éternellement. Car l'histoire nous enseigne qu'en matière monétaire, la modération n'existe pas. Soit vous contrôlez totalement, soit vous perdez le contrôle. Il n'y a pas de demi-mesure durable. Et c'est précisément cette logique binaire qui explique l'offensive actuelle des États via leur monnaie numérique officielle. Face à la montée des alternatives numériques privées, Bitcoin, Ethereum et toutes les autres crypto-monnaies, les États contre-attaquent. Leur arme, les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale. Monnaies numériques officielles qui permettent tous les avantages de la crypto-monnaie, sans les inconvénients. La volatilité, l'anonymat ou la décentralisation. Exemple, en Chine, octobre 2020. C'est le premier déploiement massif du yuan numérique. 260 millions d'utilisateurs en moins de 3 ans. Mais ce succès apparent
cache une réalité terrifiante. Contrôle total des transactions par l'État. Chaque paiement en yuan numérique est tracé, analysé et archivé. L'État chinois sait ce que vous achetez, quand et pourquoi vous l'achetez. Cette monnaie numérique devient l'outil de surveillance ultime. Le yuan numérique permet la programmabilité des paiements. L'État peut décider que votre argent ne peut servir qu'à certains achats, dans certaines zones, à certaines heures, dans une date limitée. Votre liberté économique devient une variable d'ajustement politique. Et cette capacité de contrôle explique l'enthousiasme des régimes autoritaires pour les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale. Russie, Iran, Corée du Nord développent leur propre monnaie numérique. Mais les démocraties, elles sont pas en reste. Union européenne, l'euro numérique entre en phase de test en 2025. Officiellement, pour moderniser les paiements. Officieusement, pour concurrencer les stablecoins américains et le yuan numérique chinois. Car voici l'enjeu géopolitique réel. Qui contrôlera les rails du paiement du futur? Et cette question dépasse largement l'économie. Elle détermine l'influence géopolitique du XXIe siècle. En 2022, les sanctions contre la Russie coupent le pays du système SWIFT bancaire occidental. Résultat, Moscou accélère le développement du rouble numérique et renforce ses partenariats, notamment avec la Chine, sur le yuan digital. Ces sanctions liées au système monétaire occidental poussent tous les autres pays à développer leur alternative numérique. Les CBDC deviennent des armes souveraines monétaires. Mais dans cette course aux monnaies numériques de banque centrale, un acteur majeur résiste, et c'est pas n'importe lequel. Les États-Unis. C'est en janvier 2025 que Donald Trump signe l'Executive Order 1478. Une interdiction formelle pour toutes les agences fédérales d'émettre des monnaies numériques de banque centrale. Des projets de loi visent à rendre cette interdiction permanente. Cette décision s'explique par 3 logiques convergentes. D'abord, préserver la liberté financière américaine face aux dérives chinoises. Ensuite, protéger le secteur bancaire privé américain qui verrait ses profits menacés par une monnaie fédérale gratuite. Et enfin, maintenir la domination du dollar via les stablecoins privés plutôt que via des CBDC fédérales. Car voici le paradoxe américain. USDT et USDC, des stablecoins privés, renforcent en réalité la domination du dollar américain à travers le monde. Ces dollars numériques circulent mondialement sans aucun contrôle étatique direct. C'est ce qu'on nomme, littéralement, le soft power monétaire ultime. Mais cette stratégie casse un risque majeur. Un décret présidentiel est réversible. Et si le dollar perdait trop de terrain face aux CBDC étrangères, à Washington pourrait bien faire volte-face. Car l'histoire monétaire regorge de ces revirements spectaculaires. Par exemple, Roosevelt, qui interdit l'or en 1933. Nixon, qui supprime la convertibilité de l'or au dollar en 1971. Et à chaque fois, les principes s'effacent devant les nécessités géopolitiques. La vraie question, c'est combien de temps les États-Unis peuvent-ils maintenir ces stratégies hybrides? Stablecoin privé pour la domination mondiale et interdiction des CBDC pour la liberté intérieure. Et vous l'aurez vu venir, cette tension croissante prépare la prochaine phase de la guerre monétaire invisible. Pendant que les États s'écharpent sur leurs CBDC, une révolution silencieuse bouleverse le paysage monétaire mondial. Les géants technologiques privés construisent leur propre empire monétaire et ils gagnent du terrain à une vitesse stupéfiante. Tether, émetteur d'USDT, gère aujourd'hui plus de 200 milliards de dollars de stablecoins. C'est plus que le PIB de nombreux pays. Circle, créateur d'USDC, dépasse les 60 milliards de dollars. Ces entreprises privées émettent plus de dollars que certaines banques centrales émettent leur monnaie officielle. Et cette croissance cache une réalité révolutionnaire. Nous assistons actuellement à la privatisation rampante de la création monétaire. Pour la première fois depuis des siècles, des acteurs non étatiques créent massivement de la quasi-monnaie et elle est acceptée mondialement. Mais ces stablecoins ne tombent pas du ciel.
Ils sont adossés à des réserves, du dollar, des bons du trésor, des obligations étatiques. Cette mécanique crée un paradoxe fascinant. Plus les stablecoins se développent, plus ils renforcent la demande pour les actifs qu'ils répliquent. USDT et USDC boostent la demande pour les dollars et la dette américaine. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est un cercle vertueux ou un piège monétaire? Car voici le point aveugle de cette révolution. Que se passe-t-il si les réserves s'effondrent? Si les bons du trésor américain perdent leur valeur? Si une crise de liquidité frappe les émetteurs de stablecoin? En mai 2022, c'est l'effondrement de Terra Luna et de son stablecoin algorithmique. C'est près de 50 milliards de dollars qui s'évaporent en quelques jours. Cette catastrophe révèle la fragilité des monnaies stables, qui ne sont pas garanties par des réserves tangibles. Mais elle révèle aussi la résilience des stablecoins sérieux, comme Tether, Circle ou d'autres, qui résistent plutôt bien à la tempête. Leur modèle économique survit de collatéralisation et la confiance se reconstruit assez rapidement. Cette résilience explique pourquoi les gouvernements oscillent entre tolérance et nervosité face aux stablecoins. D'un côté, ils facilitent l'adoption du dollar numérique mondial, et de l'autre, ils échappent au contrôle direct des banques centrales. Un petit peu plus troublant, ces stablecoins permettent de contourner des sanctions internationales, d'éviter les contrôles de change, de blanchir des capitaux. C'est la réalité. Leur pseudo-anonymat inquiète souvent les régulateurs du monde entier. D'où cette course à la réglementation actuelle. L'Europe, par exemple, impose la régulation MiCA sur les cryptoactifs. Les États-Unis renforcent la surveillance des stablecoins. Et on le sait, ils contrôlent aujourd'hui l'entreprise Tether ou encore l'entreprise Circle. Elles ne sont pas libres de leurs mouvements. L'objectif, il est très simple, c'est de garder les avantages économiques tout en minimisant des risques systémiques et géopolitiques. Mais dans le même temps, cette régulation pressante et croissante pousse les innovations vers le troisième camp de cette guerre monétaire, les alternatives purement décentralisées. Au cœur de cette guerre invisible se dresse une citadelle imprenable. On l'appelle Bitcoin. Elle est ni étatique comme les CBDC, ni corporatiste comme les stablecoins. Bitcoin incarne l'alternative radicale à tout système monétaire centralisé. Ça fait 15 ans, depuis sa création, que Bitcoin résiste à tous les assauts. Interdiction chinoise, régulation européenne, volatilité extrême, critique énergétique. Rien ne parvient à le stopper, même à le ralentir. Cette antifragilité fascine autant qu'elle inquiète le pouvoir établi. Car Bitcoin pose une question existentielle aux États. Peut-on, oui ou non, maintenir un monopole monétaire face à une alternative techniquement supérieure et politiquement neutre? La réponse dépend de la définition qu'on donne au mot monnaie. Si une monnaie doit être stable au quotidien, alors actuellement Bitcoin échoue. Sa volatilité, ça le disqualifie pour les paiements courants. Mais si une monnaie doit préserver la valeur sur le long terme, alors Bitcoin triomphe. Aucun actif n'a mieux performé depuis les 15 dernières années. Et cette dualité explique l'émergence de l'écosystème crypto bicouche actuel. Bitcoin comme réserve de valeur ultime, petit peu l'or numérique, et les stablecoins, c'est une autre crypto comme un moyen de paiement quotidien. Les billets numériques, si vous voulez. Et cette spécialisation transforme Bitcoin en infrastructure monétaire du dernier recours. Quand tout le reste s'effondre, monnaie officielle, stablecoin privé, système bancaire, Bitcoin, il reste. Il est immuable, incensurable, indépendant. Et cette promesse d'invulnérabilité explique pourquoi Bitcoin attire des profils si divers. Par exemple, des Américains libertariens, ou encore des Chinois dissidents, ou des Vénézuéliens qui vont échapper à l'hyperinflation, des Ukrainiens qui reçoivent des dons internationaux malgré la guerre. Tous trouvent ici, dans Bitcoin, ce que les monnaies officielles ne peuvent plus garantir, la liberté financière absolue. Mais cette liberté a un prix, la complexité technique. Utiliser Bitcoin correctement, gérer ses propres clés privées, sécuriser son portefeuille, reprendre la responsabilité, vérifier les transactions,
Ça nécessite des compétences que 99% de la population ne possède pas. Et cette barrière à l'entrée limite, et on le vit actuellement, l'adoption massive de Bitcoin comme monnaie du quotidien. Elle explique aussi pourquoi les solutions simples, comme les CBDC étatiques ou les stablecoins privés, gardent un avantage concurrentiel décisif à l'heure actuelle. Donc l'avenir de Bitcoin dépend donc de sa capacité à simplifier l'expérience utilisateur sans compromettre sa décentralisation. On pourrait ici d'ailleurs prendre comme exemple d'innovation le Lightning Network, qui permet de faciliter la transaction, ici telle une monnaie, directement de Bitcoin. Il faut bien comprendre que cette guerre ne fait que commencer, et son issue dépendra d'un seul facteur imprévisible, la prochaine crise majeure. L'histoire monétaire nous enseigne une vérité implacable. Les révolutions monétaires naissent toujours des crises existentielles, jamais du progrès graduel ou de l'innovation paisible. Nixon supprime la convertibilité dollar-or non par vision technologique, mais par nécessité géopolitique. Les États-Unis ne peuvent plus financer simultanément la guerre du Vietnam et la course à l'espace en maintenant un étalon or. Bitcoin n'est pas né d'un enthousiasme technologique, il est bien né de la colère contre le sauvetage bancaire. Cette logique historique suggère que la prochaine révolution monétaire majeure attendra la prochaine crise systémique majeure. Mais quelle forme prendra cette crise? Scénario 1. Crise de la dette occidentale. L'équation actif-dette qui se retourne. Est-ce que ce serait une crise immobilière comme en 2008? En somme, l'immobilier s'effondre, les entreprises font faillite, le patrimoine national fond comme neige au soleil, les créanciers internationaux perdent confiance, les États sont contraints de monétiser massivement leurs dettes. Dans ce scénario, les alternatives numériques, je vous le dis, explosent. Bitcoin devient le refuge ultime, les stablecoins adossés aux actifs occidentaux vont s'effondrer, et les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale, vont se transformer en outils de contrôle des capitaux et de rationnement économique. Un autre scénario, moins probable, une guerre monétaire sino-américaine. La Chine interdit le dollar dans ses échanges commerciaux, et les États-Unis ripostent en bloquant l'accès aux différentes stablecoins ou potentiellement à un dollar numérique. Le monde se fragmente en blocs monétaires hostiles, et dans ce scénario, les monnaies neutres, comme Bitcoin, deviennent tout simplement indispensables pour le commerce international. Troisième scénario, crise technologique majeure. Cyberattaques massives sur les infrastructures bancaires occidentales. Panne généralisée des systèmes de paiement électronique. Ça, c'est clairement un retour forcé aux espèces, qui n'existent tout simplement plus en quantité suffisante. Et dans ce scénario, seules les alternatives décentralisées vont résister. Bitcoin, aujourd'hui, prouve sa résilience technique, et il explosera. Même si ce sont des possibilités et des scénarios, l'important ici, c'est de comprendre qu'aucune révolution monétaire majeure ne se produit dans une période de stabilité. Si on regarde les signaux actuels, tension géopolitique maximale, endettement occidental record, fragilité bancaire croissante, cyberattaques en hausse exponentielle, que ce soit dans le secteur décentralisé ou même centralisé, des demandes de rançon qui ne cessent de se multiplier, tous les ingrédients aujourd'hui d'une crise systémique sont réunis. Reste à savoir lequel de ces scénarios éclatera en premier et comment elle redistribuera les cartes. Car ici, les technologies décentralisées seront les premiers servis. Nous voici donc au terme de cette courte exploration de la guerre monétaire la plus importante de l'histoire. Il faudra bien comprendre ici que le détonateur ou le déclencheur d'une adoption massive des crypto-monnaies décentralisées, en particulier Bitcoin, naîtra ici d'une crise systémique comme Bitcoin en a pris racine. Une guerre sans front, sans uniforme, sans déclaration officielle de guerre, mais une guerre qui décidera de votre avenir financier. Il y a donc ici trois armées qui s'affrontent sur nos yeux. Les États mobilisent leur monnaie numérique de banque centrale pour maintenir le contrôle monétaire de l'ère du numérique. Les géants privés déploient leurs stablecoins pour capturer la création monétaire. Et les alternatives décentralisées proposent une échappatoire technologique au système traditionnel. Chaque camp a ses forces et ses faiblesses. Les CBDC offrent la stabilité et la légitimité
mais au prix d'une surveillance totale. Les stablecoins promettent la simplicité et la performance, mais dépendent de la solidité et le collatéral de leurs réserves. Bitcoin garantit quant à lui la liberté absolue, mais ça exige des compétences techniques. Cette guerre révèle une vérité peut-être dérangeante. Nous vivons la fin du monopole étatique sur la monnaie, mais cette pluralité monétaire naissante, et on l'a bien compris, ne débouchera sûrement pas sur une coexistence pacifique. L'histoire monétaire ne connaît pas de compromis durable, ça n'existe pas. À terme, un modèle dominera les autres. Lequel triomphera? La réponse dépend de facteurs souvent imprévisibles. La géopolitique internationale, stabilité de l'économie occidentale, adoption des technologies de masse, réaction des États face à ces alternatives. Mais la vraie question n'est pas qui va gagner cette guerre. La vraie question, c'est, dans ce futur numérique, serez-vous client d'un État, d'une multinationale ou d'une blockchain? Ce choix, aujourd'hui, il vous appartient. Mais il ne vous appartiendra peut-être pas éternellement. Car l'histoire nous enseigne qu'en période de crise, la liberté de choix monétaire disparaît rapidement. Roosevelt, interdisant l'or ou la possession de l'or en 1933. De Gaulle, imposant le contrôle de change en 1968. Chypre, qui prélève directement sur les comptes bancaires en 2013. À chaque fois, la crise justifie la suppression temporaire, mais on le sait bien, ça restera durable. Voilà pourquoi cette guerre invisible mérite votre attention. Non pour spéculer sur les crypto-monnaies ou critiquer les banques centrales, c'est pas réellement le sujet, mais pour comprendre les enjeux de pouvoir qui se dessinent derrière les innovations technologiques. Car la monnaie, elle n'est jamais neutre. Elle est toujours un rapport de force. Et ce rapport de force se redéfinit aujourd'hui sous nos yeux. Dans cette redistribution historique du pouvoir monétaire, il faut juste poser une question. Est-ce qu'on va rester spectateur, passif, ou est-ce qu'on va réellement devenir un acteur conscient de notre propre avenir financier? Alors, bien sûr, le choix nous appartient. Mais peut-être plus pour très longtemps. Car dans cette guerre qu'on nomme invisible, l'indifférence est déjà une prise de position. Et l'ignorance, c'est une défaite annoncée. La bataille pour l'avenir de votre argent a déjà commencé. C'est donc à nous, dès aujourd'hui, de choisir notre camp. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, elle est un tout petit peu plus courte que d'habitude. Je voulais juste mettre le focus sur une seule thématique. J'espère que ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter cette vidéo, peut-être me donner des idées sur ce qu'on pourrait aborder prochainement sur la nouvelle chaîne d'Hermès, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!